Salut à tous, bienvenue sur Hackback. J'espère que vous allez bien, autant que mes cheveux. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Comment devenir hacker éthique ou pentester en étant quasiment 100% autodidacte? C'est parti. Pour reposer un peu le contexte, dans la dernière vidéo, on avait vu plusieurs types de parcours. On en avait un via des études classiques, donc souvent des bac+5. On avait un parcours qui était full certification et le dernier donc qui était autodidacte avec un petit peu de certification à l'intérieur. Et c'est celui-ci auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Donc déjà, pour être certain qu'on parle bien de la même chose, quand je dis autodidacte, ça veut dire que la majorité de nos sources vont être soit publiques, soit dans des livres, dans des sites internet, et qu'on va éviter majoritairement de passer soit par des études, soit par une formation qui donne lieu à une certification en bout de course. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter les certifications à 100%, et vous le verrez, moi je vous le conseille, en fin de parcours autodidacte, sanctionné avec un examen ou une certification, ça apportera bien plus de valeur à votre CV. Avant de se lancer à corps perdu dans l'étude de tel ou tel sujet, moi je vous conseillerais de bien cadrer votre projet, pour être certain de là où vous allez. Donc pour l'instant, on va mettre de côté tout ce qui est technique, les super hackers et le pognon de dingue, et on va réfléchir un instant à quel est réellement l'objectif et le moyen d'atteindre cet objectif. Donc si j'y repense, là votre objectif c'est de trouver un premier emploi dans un métier de la cybersécurité, et si possible de vous faire embaucher comme pentester. Pour avoir une chance de vous faire embaucher par une entreprise, il va falloir démontrer que vous avez les compétences nécessaires pour assurer le poste et également démontrer que vous avez le bon état d'esprit. Comparé à quelqu'un qui sort d'un bac+5 ou qui a certaines certifications, vous partez forcément avec un petit temps de retard, ce qui est normal. La personne qui a un bac+5, elle a littéralement un papier qui atteste des compétences qu'elle a acquises pendant sa formation. Pareil pour les certifications. Vous, c'est pas le cas. Donc vous allez devoir littéralement démontrer ce que vous savez faire et que vous avez l'état d'esprit nécessaire pour apprendre ce que vous ne savez pas. Et du coup, j'insiste sur le mot compétence. Quand je parle de compétence, je ne parle pas juste d'un sujet que vous connaissez ou de quelque chose que vous avez déjà vu plusieurs fois ou que vous manipulez de temps en temps. Non, c'est pas ça. C'est réellement la compétence de remplir une mission professionnelle, à un niveau professionnel. Et donc pour moi, la première chose que vous devez faire pour déterminer votre parcours, ça va être d'identifier toutes les compétences professionnelles dont vous allez avoir besoin pour votre futur métier. Pour bien cibler les compétences qu'on doit acquérir et les prioriser, le mieux c'est encore de se rendre sur internet et de regarder une offre d'emploi typique pour voir exactement ce qu'on va vous demander. Donc là par exemple je me suis mis sur Indeed, je vais taper Pentest, on va regarder un peu ce qui se fait aujourd'hui. Là le premier que je vois c'est une offre de squat par exemple, pour un consultant cybersécurité Pentest sur Lyon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a tout le descriptif du poste, ça pour l'instant on va le sauter un peu parce que c'est plus du blabla qu'autre chose. On va directement aller dans les compétences pour voir ce qu'ils veulent. Alors ça commence direct, ça commence très mal pour nous, ils demandent Bac+2 ou Bac+5, en sécurité informatique en plus. Bon, ça pour le coup, a priori on n'aura pas, si vous l'avez tant mieux, si vous l'avez pas, tant pis, on verra qu'on pourra compenser autrement. Ensuite, on demande 4 ans d'expérience en cybersécu, bon, là c'est pareil, on va devoir passer notre chemin et on va devoir tabler sur autre chose. Donc, troisième point, être reconnu comme une personne autonome avec un sens des priorités et aimer le travail en équipe. Bon, alors ça, du coup, c'est plus du savoir-être, mais on va quand même le noter, ça reste intéressant. Vous possédez les connaissances solides en système Linux et Windows. Ok, premier point, déjà, il y a du système, il y a du Linux, il y a du Windows. Ça, on note. Et vous maîtrisez à minima le top 10 OWASP. Bon, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, ils sont sympas, ils nous font un petit peu le détail, donc on sait qu'il y a l'XSS, l'XXE, de l'injection, CSRF, etc. On ira voir ce que c'est que le top 10 un petit peu plus tard. Ainsi que la découverte de vulnérabilités sur le front et back-end. Bon, ça veut dire qu'on va attaquer du serveur web, qu'il va falloir avoir quelques connaissances sur la partie front web et back. Ensuite, vous avez de solides compétences en Python et en Bash. Bon, là, c'est assez simple, on va noter ça. Vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles. Donc là, ça va être tout ce qui est rapport d'intrusion, la création des slides pour présenter les résultats à vos clients et le rapport d'audit en règle générale. Ensuite, on nous dit la détention de certification, et ici on nous liste donc la CEH, l'OSCP et la GPEN. Alors la GPEN directement je vais l'exclure, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle coûte beaucoup trop cher en fait, les formations de l'Institut SANS de toute façon sont beaucoup trop chères, donc on va pas en parler pour l'instant. Donc je garde CEH et OSCP. Ensuite on nous dit qu'une maîtrise de l'anglais est indispensable, bon ça on s'y attendait un petit peu quand même. Il faut comprendre en sous-titre que l'anglais technique de toute façon c'est indispensable. Après l'anglais parlé,
Ça va vraiment dépendre des clients qu'on a. Si ce sont des clients internationaux, oui, il faudra le parler. Sinon, on pourra s'en tenir à l'écrit et à du technique. Et enfin, la connaissance des environnements DevOps et Cloud est appréciée. C'est pas du prioritaire, mais on va le garder quand même sur le côté, ça peut toujours servir. Ok, donc là, a priori, on a les compétences nécessaires principales. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même explorer tout le paragraphe qui était en haut pour vérifier un petit peu le contexte du poste ou de la mission, voir s'il n'y a pas des choses qu'on aurait oubliées ou qu'ils n'auraient pas mis dans les compétences. On nous dit qu'on va intervenir sur de l'IT et sur de l'OT aussi. Donc déjà, OT, si vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir explorer. Et si on n'a pas énormément de connaissances, il faudra peut-être un petit peu approfondir. On nous dit aussi qu'on doit établir des constats qui précisent l'impact technique des failles qu'on découvre et qu'on devra faire de la restitution, des conclusions, des recommandations. Bon, ça en gros, ça veut dire que on va devoir vulgariser à un moment les failles qu'on trouve et pouvoir les expliquer en fait à des moldus. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que dans toute notre formation autodidacte, à un moment il faudra qu'on apprenne à vulgariser les choses et à les expliquer simplement, clairement. Et pas forcément devant des techniques, mais devant peut-être des exécutifs. Voilà, bon la suite c'est assez classique, hein, on va participer à des audits de code source, d'architecture, de configuration, bon ça c'est très classique dans les pentests en white box. Bon, ça veut dire quand même que si on fait de l'audit de code source, il va falloir qu'on apprenne des brins de programmation. Alors ça c'est déjà un petit peu inclus dans ce qu'on avait noté sur Python, Bash, sur le front-end, mais bon on va le renoter quand même, on ajoute quelques langages à notre panel. Vous contribuerez à l'amélioration des outils existants en réalisant des benchmarks des divers outils du marché. Ok, donc ça veut dire qu'à un moment, vous allez peut-être faire un petit peu de R&D en interne dans la boîte, tester les nouveaux outils de pentest qui sortent et devoir donner votre avis et faire évoluer les outils internes. Donc ça c'est important, ça veut dire que niveau veille technologique, déjà il va falloir mettre quelque chose en route. Bon, de base dans ce métier-là, c'est ce qu'il faut faire, mais il faudra quand même garder un œil dessus. Et à la fin, bon, on nous parle d'aspect communautaire, ce qui reste important quand même, hein, surtout dans ce milieu qui est quand même pas mal orienté sur le partage. Donc ça veut dire que si on est un rat de laboratoire ou une chauve-souris planquée dans sa grotte, il faudra peut-être essayer de sociabiliser un petit peu et de s'intégrer à la communauté, ce qui est en général un bon conseil. Ok, et dernière mention, juste en dessous, on nous indique effectivement qu'il faut faire de la veille techno et que c'est nécessaire pour le poste. Bon, ce qui est normal, hein, on vient d'en parler. Ok, bon, a priori, on a fait un bon petit listing des compétences qui sont nécessaires. Là, c'est vraiment une fiche de poste que j'ai pris au pif. Donc, je vous invite à faire la même chose. Si vous voulez répliquer l'expérience ou si vous ne faites pas confiance à ce que je viens de faire, vous pouvez le faire de votre côté. Et normalement, vous devriez trouver à peu près les mêmes choses. Donc là, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais creuser un petit peu quand même, parce qu'une fiche de poste, c'est pas réellement une fiche de compétences. Et on va détailler un petit peu avec les connaissances que je suis censé avoir quand je commence en cybersécurité, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors le plus gros sujet, je pense qu'on va creuser, ça va être le top 10 de l'OWASP. Donc, c'est parti. Donc on voit qu'il y a plusieurs sujets en fait, ce sont juste des types de vulnérabilité, des sujets à vérifier quand on parle de vulnérabilité web. On voit qu'on a du contrôle d'accès, on a de la crypto, on a de l'injection, identification, authentification, de l'intégrité, des logs et du monitoring, et les SSRF. Bon, vous voyez, ce sont des grandes catégories de vulnérabilité web. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, ça viendra plus tard dans les recherches, j'irai voir à quoi correspond chacune des catégories et quelles sont les failles qui en font partie. Mais au moins, ça nous donne un début pour nos recherches. Bon, ensuite, si j'essaie d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est front-end, back-end, alors il y a du HTML, du CSS et du JavaScript. Et on me dit PHP, Ruby, Java. Bon, forcément, quand vous creuserez un peu, vous trouverez tout ce qui est base de données. Ok, on va noter ça, pour l'instant, ça suffit. Bon, par contre, jusqu'à présent, il y a deux choses que j'ai pas vues, et ça m'étonne un petit peu. C'est tout ce qui est les notions de réseau standard, on va dire, et tout ce qui est OSINT. Alors, à la limite, la partie OSINT, donc Open Source Intelligence, je pense que c'est pas inclus dans tous les postes. Il y a clairement certains postes de pentest pur et dur où vous n'allez pas du tout faire de red team, jamais. Donc ça, à la limite, je peux comprendre. Mais la partie réseau, par contre, ça m'étonne un peu. Bon, je vais rajouter réseau là-dedans. De toute façon, il vous faudra des bases pour faire quoi que ce soit en informatique. Maintenant, vous avez à peu près toutes les compétences que vous allez devoir acquérir. Alors, pour l'instant, ce ne sont pas réellement non plus des compétences, vous avez remarqué, ce sont quand même des thèmes ou des sujets. Il va falloir transformer ça en compétences réelles, professionnelles, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour arriver jusque-là,
Pour moi, on doit passer nécessairement par 4 étapes. La première étape, ça va être d'acquérir des notions. Donc juste explorer le sujet vraiment au sens large et comprendre de quoi il s'agit, comprendre les bases, un petit peu comment ça s'imbrique, sans forcément tout connaître dans le détail ni comment ça interagit avec le reste. Le but, c'est vraiment de comprendre le sujet. Et donc, si on fait coller ça à la fiche de compétences qu'on vient de construire, il va falloir acquérir des notions pour chacune des compétences qu'on a décrites. Donc, ne vous perdez pas, n'allez pas trop loin dans chacun des sujets, mais explorez-les bien un par un. L'objectif à cette étape, c'est de pouvoir répondre à des questions simples si on vous interroge sur le sujet. Donc, il faudra être en mesure de donner une définition qui soit claire et de connaître les principaux outils qui vous serviront dans ce domaine-là. Ce que je vous conseille à cette étape-là, déjà, c'est de commencer à prendre l'habitude de tout noter. Ce que vous voyez là, c'est mes notes quand j'avais commencé la cybersécu. Notez absolument tout et surtout, essayez de le reformuler à votre façon. Ne recopiez pas bêtement le texte. Prenez la notion et vous la refaites à votre sauce. Vous allez voir que au niveau apprentissage, c'est beaucoup plus efficace. Et si vous avez peur de vous perdre, à la limite, vous pouvez prendre la fiche d'une certification pour vérifier quels thèmes sont abordés sur un sujet. Donc, par exemple, je vais faire ça avec la Security Plus. Admettons que j'ai envie de connaître les bases en crypto. Ok, bon, je vais sur le site de Contia. Sur le PDF, vous avez les objectifs en fait de l'examen et dedans, on va pouvoir voir le détail des chapitres. Voilà, j'arrive au chapitre crypto et on voit un peu tout ce qui a trait à la crypto, donc les algorithmes symétriques, l'asymétrique, le hachage, les courbes elliptiques, etc. Bon voilà, là j'ai tout le détail et en fait on voit que chaque petit point, ça va me permettre d'affiner en fait mon thème général. Maintenant, au lieu de chercher un thème ultra large, je vais avoir vraiment des petits points à aller explorer un par un. Et ensuite, on va passer donc à l'étape 2. Une fois que vous avez un petit peu des notions dans tous les sens, là, le but, ça va être de consolider tout ça. Le principal objectif à cette étape-là, ça va être d'être en capacité de différencier les outils, par exemple, de pouvoir faire un choix. Et il faudra avoir assez de compréhension en règle générale pour comprendre comment s'agencent en fait toutes les briques que vous avez explorées une première fois. Et voilà, avoir vraiment des connaissances plus globales et plus interconnectées. La meilleure chose, ça reste encore d'aller chercher des cas concrets. Et pour ça, vous avez énormément de ressources sur YouTube. Vous avez plein de youtubeurs assez connus qui font des vidéos, par exemple, de reverse engineering ou de découverte de virus. Et en général, à ce stade-là, ça devient très instructif parce que vous comprenez assez chacune des briques pour pouvoir les lier en fait. Et quand vous le voyez en scénario réel, forcément, vous allez tisser des liens de plus en plus forts entre vos connaissances. Donc, c'est un excellent exercice, je vous le conseille vivement. N'hésitez pas à regarder en description, je vous mettrai les liens vers quelques chaînes que j'ai moi-même consultées et que j'ai trouvées de très bonne qualité. C'est à ce moment-là aussi que je vous conseillerais d'aller écouter soit des podcasts, soit des news sur la cybersécurité en général. Là, vous avez assez de connaissances, donc vous pouvez écouter ça sans vous ennuyer et sans rien comprendre. Et ça vous permettra forcément de rappeler les connaissances au fur et à mesure et vous allez aussi progresser en vous divertissant. Et puis si vous commencez à construire à ce stade-là votre réseau de news et de veille technologique, ça sera encore plus facile pour la suite, donc autant s'y mettre maintenant. Encore une fois, pour apprendre efficacement, je vous conseille de noter absolument tout ce que vous apprenez, tout ce que vous regardez. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre 5 pages de notes à chaque fois que vous ouvrez une vidéo YouTube, c'est pas ça. Mais à votre niveau, essayez de garder une trace en fait de tout ce que vous apprenez et des nouvelles choses. C'est vraiment important parce que vous allez vite vous rendre compte que la masse d'informations à retenir est beaucoup trop importante et vous allez vraiment avoir besoin de construire ce second cerveau que sont vos notes. N'hésitez pas à ce stade-là aussi à commencer à relire vos notes. Ça, c'est un excellent réflexe. Et si vous rencontrez par exemple un terme dans un podcast que vous écoutez le matin, essayez dans la journée d'aller voir vos notes sur ce terme-là pour être sûr de vous rappeler de chacun des détails et peut-être mieux comprendre l'histoire. La troisième phase, ça va être la pratique. Donc là, l'objectif, ça va pas encore être d'être un réel pro, c'est pas ça. On va juste mettre la main à la pâte et essayer de mettre en application toutes les connaissances qu'on a accumulées jusque-là. Si on parle de l'utilisation d'un programme, par exemple, ça va être de pouvoir utiliser les commandes principales et les options principales sans avoir à regarder sa fiche toutes les 5 minutes. Aussi, à ce stade-là, on devrait commencer à arriver à différencier tous les outils qui nous permettent d'atteindre un même but. Donc si jamais vous êtes dans une phase de recon, par exemple, il faudra arriver à faire la différence entre The Harvester, Sublister, par exemple, et savoir lequel utiliser dans quelle situation. À ce stade-là, encore une fois, il va falloir noter absolument tout ce que vous faites. Alors peut-être que vos notes plus tard deviendront obsolètes. Pour le démarrage en tout cas, notez absolument toutes les commandes, toutes les options pour que votre mémoire s'en imprègne. Pour apprendre correctement, je vous conseille aussi de varier les exercices.
Donc, c'est pas tout de prendre un outil et de l'utiliser suivant un seul scénario et de le faire 40 fois d'affilée, c'est pas ça l'objectif, mais essayez de vous imposer une dizaine peut-être de scénarios différents, je dis un peu n'importe quoi, hein, pour vous apprendre à utiliser l'outil différemment et avoir toutes les subtilités et vraiment commencer à maîtriser ce que vous faites. Pour démarrer la pratique, pour moi, il va y avoir 3 grands sites. D'abord TryHackMe, ensuite Hack-the-Box et en dernier le site de Portswigger qui est l'éditeur de Burp Suite. TryHackMe, ça va être assez généraliste et ça va vous prendre vraiment pas à pas sur chacun des thèmes. Sur Hack the Box, ça sera un petit peu plus avancé, un petit peu plus ardu, mais les premiers challenges et les premières box sont tout à fait accessibles. Et vous avez également tout le cursus académie de Hack the Box, alors qui est en construction encore, hein, donc pour l'instant j'ai pas d'expérience dessus. Et donc en dernier, le site de Portswigger, sur lequel vous avez un espace académie qui reprend en fait toutes les bases des failles web, donc tout ce qu'on a vu sur le top 10 OWASP, vous allez le retrouver sur l'académie de Portswigger. Et ils ont des tutoriels qui sont vraiment très bien faits, et à chaque fois, ce qui est très sympa, c'est qu'ils vous font mettre la main à la pâte. La quatrième étape, ça va être de professionnaliser tout ça. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir réellement réaliser une mission de A à Z, sans avoir besoin d'assistance, sans hésiter à chaque étape, et de façon plus générale, avoir vraiment une structure de travail qui permette de jamais rester bloqué et de toujours pouvoir aller au bout de sa mission. Il faut garder à l'esprit aussi que si on est dans une logique de professionnalisation, il faut qu'on ait des structures en place pour ne rien oublier, pouvoir pallier à certaines erreurs qu'on pourrait faire en cours de route. Et le mieux, ça serait de pouvoir faire tout ça sans dépenser trop d'énergie. Par exemple, si on a des tâches qui sont récurrentes, qu'on répète à chaque fois qu'on attaque une machine, par exemple, ça pourrait être sympa de commencer à faire des scripts pour pouvoir automatiser tout ça. Donc là, vous allez devoir prendre toutes vos connaissances, tout ce que vous avez appris à faire, et le faire grimper au niveau suivant. Alors déjà en termes de compétences, forcément, vous allez aller plus dans le détail, vous allez connaître plus de choses au fur et à mesure, mais pas que ça. Vous allez devoir commencer à construire en fait votre framework de travail pour faire en sorte que quand vous attaquez une mission, quand un client ou un employeur vous donne une mission, vous ayez alors pas une procédure, on va pas procédurer notre métier de A à Z, ça serait triste, mais que vous ayez vraiment une structure globale en fait dans la façon d'aborder les problématiques. Donc typiquement, si jamais on vous dit tiens, tu dois attaquer le réseau d'une entreprise, vous devez avoir en tête et avoir pratiqué de nombreuses fois pour que ça soit automatique toute la kill chain, donc la phase de reconnaissance d'abord, l'exploitation, etc. Et moi je vous conseille très largement de le noter et de l'écrire pour vraiment le formaliser. Et on va aller, si on reste sur l'exemple de mission, jusqu'à la phase de rapport. Alors je pense qu'à ce stade-là, ça peut être très intéressant de récupérer une vraie fiche de mission. Donc si jamais vous avez des relations dans la cybersécurité, vous connaissez un pentester ou une boîte qui fait ça, qui accepte de vous montrer un exemple de fiche de mission de pentest par exemple, ça pourrait être extrêmement intéressant. Au moins vous voyez exactement les étapes et ce qui est attendu. Et ça va vous permettre, vous, de designer votre propre framework de travail. Si jamais vous n'avez pas accès à ça, il y a plein de façons d'accéder à des documents types. Et par exemple, on peut commencer ce travail en récupérant un rapport d'audit ou un rapport de pentest et en l'épluchant pour voir comment est-ce que c'est rédigé et comment est-ce que c'est fait. C'est à ce stade-là où vous allez commencer à travailler toutes les compétences qu'on a jugées secondaires quand on regardait la fiche de poste un peu plus tôt. Et donc tout ce qui va être rédaction de rapport, restitution au client, la présentation, etc. C'est à ce moment-là que vous allez devoir apprendre à faire ces tâches-là. Alors si jamais vous choisissez de suivre à un moment l'OSCP, de toute façon, eux vous donnent un rapport type à suivre pour l'examen. Vous pouvez déjà vous inspirer de celui-ci. Sinon, moi ce que j'ai fait aussi, parce que j'ai suivi certains cours sur leur site, vous pouvez aller regarder du côté de TCM Security, ils ont mis un exemple de rapport type pour un client. J'ai trouvé ça très bien fait. Je vais pas plus creuser en profondeur, déjà parce que moi c'est le stade auquel j'en suis, donc je me verrais mal vous donner plus de conseils que ça. De mon côté, c'est encore en construction. Puis je pense qu'à ce stade-là, ça devient quelque chose de, entre guillemets, personnel, parce que vous vous créez réellement en tant que professionnel de sécurité. Donc, je vais vous laisser travailler là-dessus. Dans tous les cas, ça ne change pas le principe de cette étape-là, qui va être d'éliminer un maximum d'aléatoires et de rendre votre travail le plus pro possible. Pour remettre ça un petit peu en perspective avec l'étape d'avant, ça veut dire que vous devrez être capable de réaliser des tâches de pentest classiques sans aucun effort, sans vous tromper forcément, et de très rapidement adapter votre façon de travailler si jamais vous tombez sur quelque chose que vous ne connaissez pas ou si vous tombez sur
un client ou une entreprise qui a des façons de faire légèrement différentes des vôtres. Donc pour repasser rapidement sur les ressources à ce niveau-là, en fait on va rester quasiment sur les mêmes sites, sauf qu'on va grimper d'un cran et on va plus l'aborder de façon aussi simple qu'avant. On va essayer de faire un rapport à chaque fois qu'on complète une box, sur Hackthebox par exemple. Chaque fois qu'on attaque un CTF ou un challenge, on va systématiquement faire tout le rapport en expliquant pourquoi et le comment des failles. Vous pouvez vous faire des labos à la maison si vous voulez. Si vous avez un système qui est assez puissant, vous pouvez vous faire un labo virtualisé, il n'y a pas de souci. Sinon, vous avez des sites très bien qui sont dédiés à ça. En général, ça va nécessiter d'investir un petit peu d'argent pour avoir accès à ces labos, mais vous avez par exemple Pentester Lab ou la Pentester Academy. Après, je ne sais pas tester personnellement, donc je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu entendre un petit peu partout, ça a l'air d'être très correct, ça vous permet de pratiquer réellement et de pousser un peu plus loin vos compétences. Vous avez également ça sur Hackthebox avec tous les ProLabs. Après, encore une fois, vu que je ne l'ai pas testé, je ne saurais pas dire exactement si on peut s'attaquer à ce genre de labo sans être largué avec un niveau pentest débutant. Ça se trouve, c'est beaucoup trop dur. Donc voilà, à confirmer. Toujours est-il que là, on arrive en fin de parcours d'initiation, on va dire, et vous devriez vous rapprocher de l'entretien d'embauche, qui était l'objectif initial quand même. Donc à ce moment-là, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous choisissez de terminer votre parcours par le passage d'une certification, ou est-ce que vous voulez vraiment rester 100% autodidacte? Le parcours 100% autodidacte, honnêtement, moi je pense que c'est un peu risqué, parce que vous avez toujours un petit peu le danger de tomber sur une entreprise qui ne vous écoutera pas, tout simplement parce que vous n'avez aucun diplôme ou aucun moyen de prouver que vous avancez. L'autre option, ça va être de passer une certif du niveau de l'OSCP à peu près. Alors moi pour le coup j'ai choisi l'OSCP, mais vous en avez d'autres qui sont à peu près au même niveau et qui sanctionnent à peu près le même niveau de compétence. Là il faudra faire attention et bien se renseigner. Vous avez certaines certifications qui sont clairement à un niveau en dessous. Si on prend la CEH Practical par exemple, de tout ce que j'ai lu, c'est quelque chose qui est vraiment à un niveau débutant. Ça ne vous permet pas réellement de prétendre à un premier poste. Voilà, après je vais pas faire une revue de toutes les certifs, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Gardez juste à l'esprit que ça va largement vous faciliter les entretiens d'embauche après. Et normalement, si vous en arrivez là, vous devriez être prêt pour votre premier entretien. Bon, voilà, là je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour de la question. Alors par contre, c'est vrai qu'on est resté quand même pas mal dans les généralités, et en fait c'est volontaire. Je voulais pas trop descendre dans le détail et vraiment dans la technique et dans quel site aller consulter, quel livre acheter, quel mec regarder sur YouTube. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va changer et qui va évoluer constamment en fait. On pourra le faire, hein, bien sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Et on fera un passage sur certaines parties plus en détail. Mais je pense vraiment que si vous voulez vous faire un parcours d'autodidacte qui soit réaliste et donc qui aille jusqu'au bout, c'est important de connaître les grands principes, les grandes lignes directrices et d'aborder ça avec le bon état d'esprit. Ce que je partage là, c'est vraiment le retour de mon expérience sur ces 2 dernières années, ce que moi j'ai appris en suivant ce chemin-là. Et gardez en tête que ce n'est que mon avis et que je suis encore en train de terminer ce chemin. Donc il y a certainement beaucoup d'autres manières de faire. Si jamais vous avez des choses à ajouter ou un avis différent à donner, surtout n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai un plaisir de répondre aux questions ou aux précisions que vous pourrez apporter. N'oubliez pas d'aller consulter la description pour retrouver les références de tout ce que j'ai pu citer. Et dites-moi si un sujet en particulier vous tient à cœur, ça pourrait me donner des idées pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt, ciao! Babebi bobu, babebi bobu.